Le moment est grave. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, la France s'interroge sur son avenir, l'état de droit est au plus mal, mais Gabriel Attal, lui, a choisi ce moment historique pour assigner Marine Le Pen en justice au motif qu'elle a utilisé le mot Renaissance sur sa première affiche de campagne pour 2027. Or, Renaissance, c'est aussi le nom du parti de Gabi. On croyait avoir touché le fond du débat public, on avait tort. Il y a encore un sous-sol. Ça crée volontairement de la confusion. Il y a des règles. La propriété intellectuelle, ça veut dire quelque chose. Il y a un nom d'un parti qui est notre parti, qui depuis 2022 s'appelle Renaissance. Et donc c'est important de faire respecter ces règles et encore une fois d'éviter de créer de la confusion chez les électeurs. Créer la confusion chez les électeurs. Le mot est fort, venant d'un parti qui a fait de la confusion droite-gauche son cœur de métier depuis 2017. Et pendant qu'Attal plaide la clarté, le Rassemblement national, lui, joue la victime outragée. La renaissance de notre pays n'appartient pas aux macronistes. La Renaissance, comme période historique, comme référence culturelle, n'appartient à aucun parti politique, ni à M. Attal, ni à personne. Sa Renaissance, elle appartient à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal. La Renaissance, c'est un phénomène historique de notre pays. C'est une référence à une période de lumière, de progrès. La France, la Renaissance, c'est son histoire, c'est son identité, ça appartient à tout le monde. Vouloir s'approprier une période entière de l'histoire, je crois que là, on est dans le délire total. La Renaissance appartiendrait donc à tout le monde. L'amnésie est touchante parce qu'en 1993, Jean-Marie Le Pen publiait un livre-programme au titre limpide « 300 mesures pour la renaissance de la France ». La France plus Renaissance, l'association de mots était déjà là. Mais cette querelle d'étiquette, aussi ridicule soit-elle, révèle quelque chose de plus sérieux. Tout le monde prétend combattre l'extrême droite pendant que le pouvoir macroniste reprend sans l'assumer ses plus vieilles obsessions. Il laboure mon terrain, mais c'est moi qui sème et c'est moi qui récolterai car les gens préféreront toujours l'original à la copie. Au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, c'est la vérification de la parole publique. Dans cet épisode, on va s'intéresser à une revendication historique de la droite dure, des syndicats policiers jusqu'aux boutistes et de l'extrême droite, longtemps qualifiée de dérive et qui vient d'être votée comme une mesure de gouvernement, la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre, ou comment ce qui était présenté hier comme une dérive devient aujourd'hui une politique publique. Mais avant ça, ce message important du média pour vous rappeler que pendant que des milliardaires contrôlent toujours plus le pouvoir médiatique, les médias indépendants, eux, luttent pour continuer d'exister. C'est le cas de la coopérative du média qui doit atteindre 10 000 donateurs mensuels d'ici fin juillet. Sa survie en dépend. Alors, pour aider le média, abonnez-vous si vous le pouvez en vous rendant à l'adresse affichée à l'écran. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Longtemps, la présomption de légitime défense pour les policiers a été présentée comme une idée excessive, une idée dangereuse, une idée à l'américaine, disait même Gérald Darmanin. Puis la mesure a été reformulée, ripollinée, rebaptisée, et la voilà aujourd'hui présentée sous une forme à peine plus élégante, la présomption d'usage légitime des armes. C'est la même idée que la présomption légitime de défense, mais rhabillée avec un costume 3 pièces et un nom plus présentable. Avant d'être adoptée début juillet en première lecture à l'Assemblée, cette idée a pourtant été rejetée pendant des années par tous les ministres de l'Intérieur qui expliquaient que l'on ne pouvait pas offrir aux policiers une forme de permis de tirer, pour ne pas dire de tuer. J'ai vu que Marine Le Pen proposait la présomption de légitime défense pour les policiers. Oui, ça vous paraît bien comme idée ou Je trouve que l'état actuel du droit, même s'il est difficile pour les policiers, représente un bon équilibre. On ne peut pas donner aux policiers un permis de tirer. C'est un permis de tirer à vos yeux? Bah oui, c'est pas possible. Manuel Valls rejette l'idée de présomption de légitime défense, mais il souhaite engager une réflexion. Une réflexion pour mieux protéger le statut des policiers, sans pour autant aller jusqu'à la présomption de légitime défense,
défendu par la droite durant la campagne présidentielle. Marine Le Pen, Gérald Darmanin, on a regardé son projet en matière de sécurité. On voudrait avoir votre avis sur la présomption de légitime défense pour les policiers. Alors absolument non. Je pense que d'ailleurs derrière cette proposition démagogique, il y a une vision à l'américaine de Madame Le Pen. Elle veut répondre à la violence qui existe par la violence. Et ça, c'est la guerre de tous contre tous. Quand vous avez une arme, vous devez faire extrêmement attention à la façon dont vous l'utilisez. Si vous partez du principe qu'il y a une légitime défense, alors vous faites plaisir peut-être à des réflexes que l'on connaît bien, parce que l'hyperviolence existe bien évidemment, mais qui mènera, à la violence dans le pays, et ne protégera pas les policiers et les gendarmes. Hier encore, cette mesure était donc jugée démagogique, dangereuse et contraire à l'idée même d'un état de droit équilibré. Puis, elle est revenue, sous un autre nom, avec un autre emballage, mais avec la même logique. Et cette fois, le pouvoir l'assume. C'est une proposition de loi qui est déposée notamment par les parlementaires des Républicains, du groupe LR, et qui vise à créer effectivement une présomption de légitime défense au profit des policiers et des gendarmes. Le gouvernement sera favorable à cette proposition de loi, mais attention, ce sera une présomption d'usage légitime des armes. N'importe quel parquet, n'importe quel témoignage pourra conduire à évidemment faire tomber cette présomption. Donc voilà, simplement ça évite une mise en cause par principe des policiers qui ont fait usage de leurs armes, des policiers ou des gendarmes qui ont fait usage de leurs armes. Et je crois vraiment que c'est une évolution significative. Une évolution significative, oui. D'autant plus significative qu'elle consiste à reprendre une vieille revendication de la droite la plus dure, des syndicats policiers les plus offensifs et de l'extrême droite. Elle figurait d'ailleurs dans le programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen en 2007. Le FN, devenu RN, continue depuis de porter cette vieille idée. Si quand il y a un incident de violence, c'est le gendarme qui doit s'expliquer devant le juge d'instruction, il est évident qu'il n'y a plus de sécurité possible. Parce qu'à ce moment-là, les éléments marginaux ou criminels ou délictuels s'enhardissent, n'est-ce pas? Et évidemment, il n'y a plus de maintien de l'ordre possible. Et il faut donc rétablir cet esprit, n'est-ce pas, dans lequel les forces de l'ordre doivent être respectées, et évidemment leurs abus doivent être sanctionnés quand il y en a, ça serait inhumain qu'il n'y en ait pas. Bon, mais cela étant, ils doivent être respectés et défendus, et avoir la possibilité d'appliquer les conditions du maintien de l'ordre. En 2008, Le Pen théorise déjà l'argument qu'on va réentendre presque mot pour mot 20 ans plus tard. Le vrai danger, ce n'est pas l'usage de la force, c'est la mise en cause judiciaire de ceux qui l'exercent. Le gendarme qui doit s'expliquer devant le juge est présenté comme le problème, pas comme une simple et nécessaire garantie. Alors, soyons honnêtes, il y a une résonance troublante avec Laurent Nunez expliquant en 2026 que le nouveau texte de loi évite une mise en cause par principe du policier. Ça évite une mise en cause par principe des policiers qui ont fait usage de leurs armes, des policiers ou des gendarmes. Si quand il y a un incident de violence, c'est le gendarme qui doit s'expliquer devant le juge d'instruction. Le vocabulaire a un peu changé, la logique, elle, n'a pas bougé d'un centimètre, épargner aux fonctionnaires de police le soupçon judiciaire immédiat. Mais ce qui était considéré en 2008 comme une dérive extrémiste est devenu en 2026, grâce à une proposition de loi d'un député LR soutenu par le gouvernement, une mesure de gouvernement. Mais ce glissement ne date pas d'hier, il ne commence même pas en 2017. Il a commencé il y a plus de 40 ans dans les rues de Paris. Le cortège rencontre tout au long de son parcours des barrages de police étonnamment bienveillants. Destination, à nouveau la place Vendôme, où attend Jean-Marie Le Pen, le leader de l'extrême droite, devant le ministère de la Justice, puis place Beauvau, devant les grilles du ministère de l'Intérieur. Les Français ont pu croire ce jour-là que ceux qui avaient la responsabilité du maintien de l'ordre pouvaient se permettre de créer le désordre dans les rues de Paris en toute impunité. Erreur. Le soir même, 2 têtes tombent. Monsieur Perrier, préfet de police, démissionnaire. Monsieur Cousseran, directeur de la police nationale, révoqué. Puis aussi, le commissaire Nadine Joly et ses 2 adjoints, l'officier de paix Letellier et le commandant Millot. Tous 3 pourraient être mutés. On leur reproche la participation massive de leurs hommes en tenue et armés aux manifestations du 3 juin.
Des policiers manifestent illégalement avec la complicité d'autres policiers chargés de les encadrer sous les encouragements de Jean-Marie Le Pen venu les soutenir. Mais ce jour-là, l'État répond fermement. Préfet démissionné, directeur de la police révoqué, syndicaliste sanctionné. Le message envoyé par le pouvoir mitterrandien est clair. Non, le maintien de l'ordre ne s'exerce pas contre l'ordre républicain. Les Français ont pu croire ce jour-là que ceux qui avaient la responsabilité du maintien de l'ordre pouvaient se permettre de créer le désordre dans les rues de Paris en toute impunité. Erreur. Ne pas permettre de créer le désordre en toute impunité. 40 ans plus tard, cette certitude a sérieusement diminué. Des centaines de policiers défilent sur les Champs-Élysées. L'image est rare, à la hauteur de leur colère. Ils viennent d'apprendre que l'un de leurs collègues a été mis en examen pour homicide volontaire. Pour eux, samedi, quand il a tiré sur un homme à Noisy-le-Sec, leur collègue était peut-être en état de légitime défense. Il a tiré parce qu'il s'est estimé, lui, en état de légitime défense. Mais le policier est mis en examen pour homicide volontaire, car sa version est contredite par l'autopsie et un témoignage qui tente à prouver que l'homme a été tué d'une balle dans le dos. Le président candidat, qui est revenu sur le principe de la légitime défense des forces de l'ordre, réclamé le matin même par le syndicat de police Alliance. Donc j'ai indiqué aux policiers que je comprenais leur émotion et que nous allons faire évoluer le concept de légitime défense autour de la notion de présomption de légitime défense. Cette mesure ne figurait pas jusque-là dans le programme du candidat Sarkozy. En revanche, elle existe bien dans le programme de Marine Le Pen qui réclamait la mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Une proposition revendiquée par le Front National qui se félicite aujourd'hui, je cite, d'une victoire idéologique. En 2012, entre les deux tours, cette fois, les policiers manifestent illégalement avec leur propre véhicule de fonction, gyrophare allumé, mais aucune sanction n'est prise. Comparons avec 1983, préfet démissionnaire, directeur révoqué, là, silence. Les deux finalistes de la présidentielle reçoivent même les syndicats policiers et Nicolas Sarkozy, en pleine chasse aux voix frontistes, se prononce pour la présomption de légitime défense. Le Rassemblement national parle alors, avec raison, de victoire idéologique. Depuis le début de la semaine, un mouvement de grève a gagné chez les policiers. Les agents contestent l'arrestation d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille, suspecté d'avoir grièvement blessé à la tête Eddy, un jeune Marseillais. Pour son directeur, le policier de la BAC mis en examen suite à des violences lors des émeutes au début du mois n'aurait pas dû être placé en détention provisoire. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a réagi. Je partage, dit-il, les propos du DGPN, le directeur général de la police nationale, qui avait expliqué dans la presse qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Le directeur général de la police nationale est un grand policier. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. Comparons encore avec 1983. Un préfet démissionnaire, un directeur de la police révoqué pour avoir laissé le désordre s'installer. En 2023, c'est l'inverse exact qui se produit. Un directeur de la police contrevient à la neutralité et à la séparation des pouvoirs pour réclamer un régime d'exception afin d'éviter la prison préventive aux policiers. Des policiers, contrairement à vous et moi, au-dessus des lois. Et au lieu d'une sanction, comme en 1983, le fautif reçoit les félicitations du ministre de l'Intérieur. 40 ans plus tôt, l'État sanctionnait l'insubordination. En 2023, il la décore. En 40 ans, le pouvoir a fait son choix. Il a cessé de sanctionner la sédition policière pour finir par la décorer. En 1983, désobéir coûtait un poste. En 2023, cela vaut des félicitations. En 2017, après les mobilisations policières, une loi sur la sécurité publique modifie le cadre d'usage des armes. Officiellement, il s'agit de clarifier et de sécuriser. En réalité, c'est le début d'un grand malentendu. C'est mon successeur à Beauvau qui a porté
cette loi au Parlement qui n'a pas mon nom, mais dont j'assume totalement le contenu puisque je l'ai arbitré. Pourfendeurs de cette loi et de votre action, ils disent aussi, depuis février 2017, ça a été x5 dans les tirs mortels en cas de refus d'obtempérer. C'est la statistique qu'ils brandissent. Je n'ai pas de raison de contester l'honnêteté intellectuelle des chercheurs dont vous relatez les travaux. Moi, les chercheurs sont utiles, mais le Parlement peut jouer son rôle de contrôle de l'exécutif. Que le Parlement crée une commission d'enquête, une mission d'information parlementaire. Bernard Cazeneuve assume sa loi, mais il prétend écouter les critiques, ces juristes, ces chercheurs qui alertent depuis des années sur les conséquences mortelles d'une loi jugée trop ambiguë et donc dangereuse. C'est la loi de février 2017 qui a étendu la légitime défense au fait de tirer sur des personnes qui ne présentaient plus une menace immédiate, mais qui pourraient en présenter dans le futur. Cette loi, elle est très problématique et l'IGPN, dès le mois de juillet 2017, publiait une note alors confidentielle pour expliquer que le nombre de tirs par les policiers avait cru de 50%. Ici, vous voyez le décompte en fait, des nombres de personnes tuées par les différentes forces de police. On était à 0,05 tirs policiers mortels sur les véhicules en mouvement avant la loi. On est passé à près de 0,4 par mois. Cette loi, elle a multiplié par 6 le nombre de tirs mortels si on compare les 5 années qui précèdent aux 5 années qui suivent la loi. Les chiffres sont effrayant. Le nombre de tirs mortels de policiers contre des occupants de véhicules en mouvement a été multiplié par 5 en 6 ans. Par 5, pas 10% de plus, pas une variation statistique, pas l'épaisseur du trait, mais 5 fois plus de morts. Et le plus troublant, c'est que cette hausse spectaculaire ne concerne que la police, pas la gendarmerie qui est soumise au même article de loi, mais chez qui l'usage des armes à feu continue de baisser. Même cadre légal, de trajectoire, de bilan totalement opposés. Ce qui change, ce n'est donc pas la loi elle-même, c'est la façon dont la police et la gendarmerie l'ont traduite à leurs agents de terrain. Bernard Cazeneuve a beau répéter qu'il n'existe pas de permis de tuer en France, les faits sont têtus. Depuis l'adoption de sa loi en 2017, on compte des dizaines de morts avec un pic de tir l'année même de la promulgation de sa loi. On peut discuter du mot « permis », on ne peut pas discuter des chiffres. Et face à ces chiffres accablants pour la police, que fait la représentation nationale ? Elle commande un rapport. 7 ans après la loi, 6 ans après le pic des tirs et des morts, 1 an après la mort de Naël à Nanterre. Je propose donc de reformuler l'alinéa 4 de l'article pour autoriser l'usage des armes dans des situations de refus d'obtempérer lorsque les occupants, plutôt que de dire susceptibles d'eux, ce qui reste assez flou, vont manifestement et de manière imminente perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Cette rédaction laisse moins de place aux spéculations, à la subjectivité du policier qui va prendre la décision d'ouvrir le feu. Même ce rapport parlementaire prudent, coécrit par un socialiste, reconnaît le problème, un risque d'ambiguïté, une confusion dangereuse. Le diagnostic était posé en 2024, la réponse en 2026 a été d'ajouter une couche de flou supplémentaire, mais dans le bon sens, celui des policiers, en ajoutant une nouvelle couche de protection, mais cette fois-ci pour celui qui tire, pas pour celui qui reçoit la balle. Ce texte de loi voté en 2026 n'est donc pas tombé du ciel. Il arrive après des alertes citoyennes d'abord. Une pétition contre la présomption d'usage légitime des armes a recueilli plus de 700 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. 700 000 personnes, c'est un vrai sursaut citoyen. C'était même pour certains un espoir sincère, celui qu'un tel niveau de mobilisation citoyenne oblige enfin les institutions à s'interroger. Résultat, la pétition a été classée sans suite, reçue poliment, compté soigneusement, puis rangé dans un tiroir. La démocratie participative en France a parfois une élégance très particulière. Elle vous écoute,
elle vous compte et elle vous ignore. Il y a eu aussi une alerte institutionnelle, pas des militants, pas des associations, une autorité administrative indépendante dont le métier est précisément de dire simplement le droit, rien que le droit. Dans son avis rendu fin juin, la défenseure des droits, Claire Hédon, est catégorique. Elle rappelle qu'une présomption, même simple, n'est jamais neutre. Elle peut influer sur les premières appréciations portées sur les faits, peser sur l'intensité des enquêtes et adresser un signal dangereux quant au recours à la force létale. Sa conclusion est fort logiquement un avis défavorable. Voilà où on en est. Une pétition citoyenne massive, un rapport parlementaire qui pointe l'ambiguïté du droit existant, un avis défavorable de la défenseure des droits. Et malgré tout ça, avant d'être examiné par le Sénat, le texte a été voté en première lecture début juillet à l'Assemblée à une large majorité mêlant les voix de l'extrême droite, de la droite et du centre-droit. 3 alertes, 0 écoute, un seul vote. Désormais, ce n'est plus la loi qui encadre la force, c'est la force qui dicte la loi. À chaque étape de cette histoire, la police et ses syndicats radicalisés gagnent du terrain sur l'autorité politique censée la commander et sur la justice censée la contrôler. Ce n'est plus une revendication syndicale isolée, c'est une trajectoire de plus de 40 ans, cohérente, méthodique, qui a fini par transformer une idée d'extrême droite en politique d'État. À force de faire plier des majorités de droite comme de gauche, à force d'imposer son tempo et son vocabulaire jusqu'au sommet de l'exécutif, la police française, tranquillement, sans uniforme dans la rue, ni char sur les Champs-Élysées, semble avoir obtenu aujourd'hui ce qu'aucune institution démocratique n'est censée jamais céder: le droit de fixer elle-même les règles qui serviront demain à juger ses propres agents. Sans bruit et sans char dans la rue, la police a réussi un tour de force impensable en démocratie. Elle dicte désormais elle-même les lois qui serviront à juger ses propres balles. C'est le renoncement ultime du politique. Ce n'est pas un coup d'État au sens classique du terme. Personne n'a pris l'Élysée d'assaut. Dans cette histoire, finalement, la question qu'il faut se poser, c'est qui gouverne réellement qui ? Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.